Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans le studio de la MTA France pour cette toute nouvelle émission. Mais avant d'introduire ceux qui m'accompagnent pour cette petite émission de cet après-midi qui sera dédiée à l'Afrique, nous souhaitons simplement donner à ceux qui nous voient un petit peu ce qui est en train de se passer. On a un très beau soleil ici à Hadikatul Mahdi. On a beaucoup d'invités. La Jalsa Salana est vraiment... Il y a beaucoup de monde. Ils sont actuellement... Tous les invités sont actuellement en train de circuler dans les différentes exhibitions qui sont présentes au sein de cette Jalsa. Il y a également le déjeuner qui est en même temps en train d'être servi. Et comme vous pouvez le voir sur les images, il y a énormément de monde qui actuellement est au niveau des drapeaux, au niveau de la tente principale et au niveau des différentes exhibitions. Voici un peu l'ambiance de la Jalsa Salana pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et on a décidé cet après-midi d'aborder un terme qui est très important, qui est l'Ahmadiyya en Côte d'Ivoire en général. Et pour m'accompagner, nous avons 4 invités très précieux. D'abord, nous avons Abdul Qayoum Pacha Saheb, qui est le Amir Jamaat de Côte d'Ivoire. Nous avons ici en studio également avec nous le docteur Ahmed Koulibaly, qui va nous parler de beaucoup d'éléments qui sont en rapport avec son travail et qui est un homme pilier, on va dire, de la Jamaat de Côte d'Ivoire, hein, parce que vous avez fait pas mal de choses avec tout ce qui est camps médicaux, etc. On va en discuter avec vous. Et puis, pour la petite aparté, je lui ai demandé s'il peut nous parler un peu des conférences interreligieuses depuis 1961. Il m'a dit tout à fait, il n'y a aucun problème. Vous voyez, on a vraiment un ténor de la Jamaat de Côte d'Ivoire. On a également en ligne avec nous 2 autres personnes, M. Djabi Mustafa et M. Yahya Ouattara. M. Yahya Ouattara qui est le président de Humanity First Côte d'Ivoire et Djabi Mustafa qui est le président de Majlis Khodam al-Ahmadiyya Côte d'Ivoire et également le secrétaire national éducation de la Côte d'Ivoire qui vont nous rejoindre en ligne et auxquels on aura également l'honneur de poser quelques questions. Mais je commence avec peut-être Amir Saheb pour introduire cette petite discussion sur la Côte d'Ivoire. Amir Saheb, on voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a différentes religions, c'est multiconfessionnel, il y a différentes aussi tribus, ethnies, c'est parfois très difficile à concilier. Comment on fait pour faire passer les enseignements du Messie premier dans un pays aussi divers que la Côte d'Ivoire? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quand nous voyons l'enseignement du Messie premier l'Islam, c'est l'enseignement du Messie premier l'Islam et pour la paix, pour la unité, pour l'harmonie, pour la tolérance. Quand on voit ce sont des enseignements, et puis quand on voit comment on peut s'adapter dans différentes ethnies, dans différentes cultures, différentes conventions, comme c'est un enseignement mondial pour la paix et surtout tolérance, harmonie, l'amour pour tous, pour appliquer, pour adapter ces enseignements pour toutes les ethnies, pour toutes les différentes confessions, c'est facile. Et depuis que 1961, nous sommes là, on est en train de s'adapter. À travers notre Jalsa Salana, à travers l'intégration de les différentes mosquées, on appelle différentes ethnies aussi, et puis différentes conventions. Et puis les chrétiens aussi, les musulmans aussi, et puis différentes autres ethnies qui n'ont pas la religion, et aussi ils viennent. Et quand nous parlons de l'intégration de la mosquée islam, c'est une religion de la paix, enseignement de Messie premier l'Islam, c'est un enseignement de tolérance, s'adapte-t-il facilement. Très bien, Jazakumullah. Alors on parlait de ces fameuses conférences interreligieuses parce que Amir Saheb évoquait un certain nombre de choses que vous êtes en train de faire pour essayer d'intégrer justement ces différences en Côte d'Ivoire. Docteur Ahmed Koulibaly, depuis 1961, on fait des conférences interreligieuses en Côte d'Ivoire. Comment on organise des conférences interreligieuses? Comment ça se passe dans un environnement aussi varié? Assalamu alaikum. En 61, je ne sais pas encore né, ça c'est sûr. Je suis de 1965. Alors, à ce propos, effectivement, on a repris toutes ces conférences parce que en Côte d'Ivoire, il y a une date qu'on a retenue, c'est la date du 15 novembre. La date du 15 novembre a été décrétée par l'État de Côte d'Ivoire comme journée nationale de la paix. Et au cours de cette journée, la Madère ne reste pas main croisée. Nous organisons toujours une manifestation. Soit nous organisons un défilé, on marche pour aller vers les autorités pour présenter un peu la Mahdia.
Mais en même temps aussi, on organise des conférences. Et c'est de façon éclatée dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, si je me rappelle bien, on a repris cette initiative en 2011, après la crise. On a organisé une grande conférence. On a invité tous nos frères religieux, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans. Et ça s'est passé à l'hôtel de ville du Plateau. Et au cours de cette conférence, on n'a parlé que de paix. La paix qui nous est chère. Comme je disais, notre ancien président, Félix Houphouët-Boigny, père son âme, disait en Côte d'Ivoire, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc nous, Ivoiriens, la paix est un maître mot pour nous, c'est un comportement. Et c'était aussi une très belle réponse à ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire qu'organiser... On sortait de la crise. Exactement, voilà. La sortie de la crise à travers cette conférence. C'est ça. Jazakumullah pour cette réponse. On va peut-être s'entretenir avec ceux qui sont en ligne avec nous et parler maintenant un peu plus des œuvres humanitaires que la Jamaat est en train de mener à travers toute la Côte d'Ivoire. Et on a normalement avec nous M. Yahya Ouattara. Est-ce que M. Yahya Ouattara nous entend? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah d'être avec nous, Monsieur Ouattara. Alors, en guise d'introduction, on a dit que vous étiez le président de Humanity First Côte d'Ivoire, et nous savons qu'il y a un projet d'hôpital qui est actuellement en cours en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Où ça en est? Quel va être l'objectif à travers cet hôpital en Côte d'Ivoire? Alors, la personne de ressources, même vous l'avez sous les yeux, Dr Ahmad Koulibaly. C'est vrai que c'est un grand projet donc, de référence mondiale et pour lequel donc, qui est beaucoup avancé en termes donc, de construction de l'infrastructure. Et je pense que le docteur qui est sur le plateau vous en dira davantage. Alors, il vous renvoie la balle en quelque sorte en disant que vous pouvez peut-être en dire un peu. Je vais revenir un peu sur l'historique des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Il faut dire que feu le docteur Boudoun, qui est arrivé dans les années 80, a vu l'ouverture du centre médico-chirurgical d'Agamé, où il pratiquait tous les actes chirurgicaux, avec toute la consultation de médecine générale. Il a été l'instigateur, si vous voulez, des centres médicaux. Après ça, nous avons construit un deuxième centre à Poisson, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région d'Abengourou, qui apportait, si vous voulez, les soins de santé primaires aux habitants, les populations les plus démunies. Ensuite, on a ouvert un troisième centre de santé à Oumé, rien que ces trois centres-là. Donc, avec ça, on a commencé à fonctionner. Mais on n'arrivait pas à couvrir tous les besoins. Par la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire a été choisie il y a 2 ans, 3 ans, par notre Saint Calife pour bâtir le plus grand hôpital d'Amadia du monde en Côte d'Ivoire. Et ça s'est passé à Abidjan, dans le quartier de Yopougon, plus précisément à la GESCO. Et les travaux sont en cours. Nous sommes en fin de finition, en train de finir l'hôpital, je dirais. C'est un très très grand hôpital. Très très grand. Nous allons faire toutes les spécialités dans cet hôpital. Toutes les spécialités, y compris la mienne. Je suis gastro-entérologue, je suis hépatologue et je suis proctologue également. Je suis en fonction à l'hôpital universitaire de Cocody. Donc j'apporte mon expérience et la formation à tous les collègues, que ce soit des étrangers ou pas. Et les soins qui vont être divulgués sur place, alors, comment vous allez faire? Parce que si c'est un très grand hôpital, il faut beaucoup de personnel. Pour le moment, j'en venais justement. L'hôpital étant grand, ce n'est pas encore fini, donc j'ai commencé déjà à recruter le personnel. J'ai fait venir mes collègues avec qui je travaille à l'hôpital universitaire. J'ai commencé par les rhumatologues. Il y a une rhumatologue qui est vraiment dévouée à nous aider. Et comme nous sommes en bordure d'une autoroute, il va sans dire qu'on aura forcément affaire aux accidentés de la voie publique. Donc pour cela, j'ai fait venir un collègue traumatologue qui est dit qu'il est prêt aussi. Toute l'équipe est prête. J'ai fait venir, nous ne sommes pas restés sur le personnel médical, l'administration aussi. Il y a des gens qui ont géré des hôpitaux, qui sont venus, qui ont dit vraiment ils souhaiteraient travailler avec nous et que nous sommes très bien situés et que cet hôpital vraiment va rendre un grand service à la population environnante qui est très démunie, la population de GESCO. Donc au vu de tout ça, évidemment, je suis gastro-entérologue, donc il y aura forcément ma spécialité. Donc je vais faire de l'endoscopie. Le besoin est hier, le besoin est très grand. Beaucoup d'endoscopie, beaucoup de consultations de gastro.
Et il y aura également la médecine générale, Bien j'imagine. sûr, donc comme les tout. services, alors donc rapidement, les services que comme nous ne pouvons pas commencer tout en même temps, nous allons commencer par la médecine générale, y compris la gastro-entérologie, etc. La pédiatrie, avec les urgences et pédiatrie également. La gynécologie obstétrique que vous appelez la maternité, donc les salles d'accouchement. Et rien que ces trois-là, plus la chirurgie, voilà. Chirurgie, que ce soit la chirurgie digestive ou la chirurgie traumatologique. Pour commencer. Pour commencer. Mais comment les autorités réagissent face à ça? Elles le voient d'un bon œil, elles disent que c'est une bonne chose, parce que si c'est un hôpital aussi grand, j'imagine que les autorités en sont informées et que, vu les besoins en Côte d'Ivoire, ça a été plutôt plébiscité. Les autorités ont apprécié cette démarche de la Jamaat. Oui, quand les autorités sont connues que nous sommes en train de faire un grand hôpital, parmi d'autres, ils ont beaucoup qu'ils ont visité. Parce que quand ils viennent pour notre Jalsa Salana ou bien dans les autres événements sur notre site de Madiabad, ils visitent aussi et puis ils sont contents parce que la santé, il a un grand besoin en Côte d'Ivoire. Et puis même si on va faire d'autres hôpitaux aussi, ils seront contents parce que le besoin est grand. Et grand. Oui. Alors on a également avec nous Monsieur Djabi Moustapha. Peut-être qu'on va le faire intervenir sur comment, parce que s'il y a des hôpitaux, s'il y a de la demande, est-ce que dans le cadre de son secrétariat national, qui est celui de l'éducation, comment, Djabi Saheb, vous faites pour pousser les jeunes aussi à aller vers la médecine, vers des métiers qui vont permettre de remplir justement le personnel, puisque à terme, ce qui serait idéal, ce serait que ce soit des Ahmadis qui se dévouent pour cette cause. Effectivement, dès le début, dès l'entame de les baccalauréats, nous avons orienté les jeunes vers la médecine. Et déjà depuis l'année dernière, nous avons déjà des étudiants qui sont actuellement dans les filières de médecine. Et est-ce que vous faites en sorte, est-ce que cet hôpital crée un engouement chez les jeunes de notre Jamaat ou ils sont plutôt désintéressés ou comment ils réagissent face à cela? Est-ce que ça les intéresse? Parce qu'il y aura peut-être des opportunités de stage, ça va leur permettre de voir cet hôpital, ça va peut-être faire découvrir des carrières. Bien sûr que ça les intéresse. Bon nombre se sont déjà signalés et nous attendons que le président Humanity First des HFIET Côte d'Ivoire se prononce et ces jeunes iront vers. Et combien vous avez de Khuddam alors actuellement en Côte d'Ivoire? Actuellement, nous sommes en processus de recensement fédéral, donc je ne peux pas dénoncer. Donc, dans peu de temps, nous aurons tous les chiffres. Jazakallah Djabi Saheb. Alors on va se tourner maintenant vers M. Ouattara sur le Humanity First. On a parlé de ce projet d'hôpital, on va peut-être parler plus généralement des projets qui sont actuellement en cours sous la bannière Humanity First. Ouattara Saheb, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques projets sur lesquels vous êtes actuellement, sur lesquels Humanity First Côte d'Ivoire est en train de travailler? Alors, on a plusieurs projets en Côte d'Ivoire sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous sommes actifs. Dans un premier temps, nous avons le projet Food Security. Food Security, dans l'implémentation que nous en avons fait ici, c'était de permettre aux femmes dans les zones rurales essentiellement de disposer de machines, de broyeuses, de décortiqueuses, pour réduire un peu les souffrances, leurs souffrances dans la transformation des denrées alimentaires. Ces mêmes outils permettent aussi aux femmes qui sont dans certaines zones constituées en associations féminines de les aider à booster leur affaire. Par là nous étions deux objectifs: aider les communautés rurales à satisfaire leurs besoins alimentaires et aider aussi ces mêmes communautés rurales à booster leurs affaires. À côté de cela, nous avons au niveau de Humanity First, dans un premier temps aussi, au niveau de toute la Jamaat, nous avons 13 écoles primaires et Humanity First détient trois écoles. Vous savez que l'éducation fait partie des priorités dans ce pays, où il est fait obligation à tous les parents de scolariser les enfants
de moins de 15 ans. C'est obligatoire pour un enfant de moins de 15 ans donc, de partir à l'école. Alors pour cela, donc, nous avons en tout pour motiver 618 élèves sur 3 localités différentes, dont une située vraiment en plein cœur de forêt. Et j'avoue que pour cette école donc située en plein cœur de forêt, chaque fois que les autorités d'éducation sont passées là-bas, donc elles nous ont vraiment félicités. Et donc en dehors de cela, docteur peut-être sur le plateau vous témoignera, on organise donc des camps médicaux. Les camps médicaux ont été entrepris depuis 2008. Donc, ça répondait vraiment de façon ponctuelle à un besoin vraiment de soins médicaux à travers tout le pays. Ça n'a rien à voir donc avec la situation actuelle où on sent vraiment une nette amélioration. Et donc, les camps médicaux consistent à choisir une zone vraiment qu'on peut récupérer. Donc, aller avec les produits médicaux, avec les docteurs spécialistes, donc faire des consultations. Et en priorité, les pathologies telles qu'on appelle les palus ou bien qu'on appelle les fièvres typhoïdes et d'autres palus qu'on appelle pathologies bénignes donc sont traitées donc sur le champ. Et c'est un très bon projet, en tout cas qui rencontre vraiment l'engouement vraiment de nos populations. Et puis nous avons surtout notre programme Water for Life. Water for Life, la déclinaison que nous avons fait en Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir aider vraiment les communautés vraiment rurales donc à bénéficier de l'eau potable. Ici, l'État a fait vraiment beaucoup d'efforts en réalisant beaucoup de forages à travers le pays, mais au bout d'un an ou plus d'utilisation, donc ces pompes tombent en panne. Et nous allons faire donc une priorité de réhabiliter ces pompes qui sont en panne parce que quand les pompes tombent en panne comme ça, quand les populations veulent attendre l'État, c'est 1 an, 2 ans et même plus. Et donc, quand nous arrivons comme ça, que nous arrivons donc à réhabiliter ces pompes, vraiment, ça fait un grand soulagement. Et ce n'est pas moins de 500 pompes, et qu'on appelle 500 000 pompes que nous avons réhabilitées depuis donc, 2008. Voilà. Voici brièvement, vraiment, j'avais oublié, hein, au niveau même des écoles, nous donnons des kits scolaires, disons même des fournitures scolaires. Ces fournitures scolaires quand même permettent donc de réduire un peu, si vous voulez, le coût de scolarité des enfants, même si ce coût vraiment est très bas par rapport donc à la moyenne nationale. Voici brièvement donc ces actions que Jazakumullah Yahya Saheb. Jazakumullah Yahya Saheb. Alors on revient en studio ici avec Mir Saheb et le docteur Koulibaly. Alors Yahya Saheb a fait un éventail des listes de tous les projets. Je pensais à un moment donné qu'on allait prendre toute l'émission rien que pour lister tous les projets qu'il est en train de faire. Donc c'est apparemment un Humanity First est très actif en Côte d'Ivoire. Alors il a parlé également des camps médicaux qui vous ont donné une bonne expérience en fait de la pratique. Et il a l'air de dire que les besoins ont un peu changé depuis le temps que vous avez commencé les camps médicaux. Vous suivez ça ou... Ben oui, je suis ça puisque je suis, si tu veux, je suis l'instigateur, je suis à la base, je suis la cheville ouvrière, je dirais, de ces camps médicaux. Donc effectivement, avec le budget qu'on a, on arrive à faire 3 à 4 camps médicaux par an. Et on a besoin de personnel, mobiliser ceux qui vont nous aider. Dans les villages, on s'en va. Initialement, on faisait dans les villes, mais on s'est adressé maintenant aux populations les plus démunies. D'ailleurs, le prochain camp, ce sera à Katiola, dans ma région, entre Dabakala et Katiola. Nous sommes au centre-est de la Côte d'Ivoire. Le camp sera dans un petit village qui s'appelle Natéré. On a pour objectif de soigner 300 à 350 personnes. Il faut dire que les camps ne se font pas que par des soins médicaux. On profite aussi pour faire des dépistages de certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle et les hépatites virales, étant donné que c'est ma spécialité. En fait, les camps médicaux sont plus éphémères qu'un hôpital établi. Voilà, exactement. Voilà, on va de façon ponctuelle, de façon ponctuelle on fait. Et on coupe tout ça par une cérémonie de collecte de sang.
on fait appel au Centre national de transfusion sanguine qui profite aussi, qui fait sa collecte de sang. Mais est-ce que pendant la Jalsa, par exemple, la Jalsa comme une Jalsa de Londres, Oui. où on a différents pays qui sont représentés, notamment des pays d'Afrique, etc., qui viennent, est-ce que vous vous échangez des expertises parfois en vous disant, tiens, on pourrait faire ça comme ça, tiens, on pourrait faire ça comme ça, ou c'est pas vraiment quelque chose qui arrive souvent? Bon, je pense que j'ai été une seule fois, il y a 3 ans, 5 ans, c'est là, j'avais un tour d'ailleurs, donc j'ai fait un tour au staff médical, rapidement pour voir, bon, un peu, j'ai vu mes collègues comment ils travaillaient. Ouais. Bon, il n'y a pas grande différence. Hein. D'accord, donc il y a vraiment un niveau équivalent, en tout cas, qu'on essaie de mettre en place partout. C'est la même chose. Mais il faut dire que pour les Jalsa, on met plus l'accent sur les soins par voie injectable que d'ouvrir un camp médical vrai. Parce qu'on a remarqué que dès qu'on ouvre le camp médical, les gens n'ont plus tendance à écouter les communications de la Jalsa. Ils viennent plus pour se faire soigner. Ah, oui, donc on s'est dit, bon, il faut mettre l'accent sur tout ce qui est injectable, tout ce qui est urgence. Donc on règle les problèmes d'urgence. Maintenant, ceux qui sont malades, ultérieurement, on le verra en consultation dans les hôpitaux classiques. Oui, parce que ça peut arriver, ça aussi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Jazakumullah. Alors, on va peut-être reparler avec Diaby Moustapha, pour lequel on n'a pas donné énormément de temps, et j'aimerais bien lui donner la parole, notamment sur les projets que le Majlis Khoudamoul Ahmadiyya en Côte d'Ivoire est en train de mener. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous êtes en train de faire? Et si vous voulez bien nous les donner pour que ceux qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui regardent MTA France puissent peut-être en prendre de la graine et regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Alors, nous agissons énormément dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle en mettant à disposition de la jeunesse sans distinction religieuse des bons de permis de conduire. Et nous également faisons des séances de formation pour pouvoir donner donc une bonne orientation à la jeunesse. Nous également faisons des symposiums, des petits symposiums dans lesquels quand même sont abordés quand même les aspects de vie, des aspects religieux. Jazakumullah, Diaby Saheb. Alors, un dernier mot peut-être avant de clôturer cette émission sur la Côte d'Ivoire, où on a appris que Humanity First était très actif, et même Majlis Khoudamoul Ahmadiyya, parce qu'ils font de l'insertion socio-professionnelle, des permis de conduire. Alors, je pense qu'on en est loin dans beaucoup d'autres Jamaat. Alors, la Jalsa, pour revenir à la Jalsa et pour conclure sur la Jalsa de Londres, vous, Meissa, vous venez quasiment chaque année, on vous voit chaque année. Est-ce que cette année, il y a une spécificité? Est-ce que vous aimez, vous partagez toujours la même chose? Est-ce que vous rencontrez les autres délégations? Ça vous fait toujours plaisir? Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce que vous pensez de la Jalsa cette année? Jalsa, c'est l'année quand on vient, on regarde les autres pays, les autres délégations de différents pays, on partage notre expérience. Non seulement pour les Jamaat aussi, pour les Humanity First aussi, pour IEEE, c'est l'association des ingénieurs aussi, avec qui on partage. Et puis, quand on partage l'expérience, ça nous donne beaucoup de connaissances. Que comme au retour, si dans tel pays il fait ce travail, comment nous allons faire ça. Et puis, chaque fois quand on vient, c'est vrai, Jalsa de Londres et puis Jalsa en Afrique, c'est pas la même chose. Mais on essaye de faire le copie. Nous aussi, on n'a qu'à faire bien notre Jalsa. Oui, c'est vrai que moi j'ai participé à des Jalsa en Afrique. Il y a quand même du niveau en Afrique aussi. Merci. Faut pas dire que c'est pas tout à fait proche. En tout cas, la structure du Jalsa reste la même partout dans le monde. Et c'est vrai que. Mais la remarque de Dr Koné était intéressante pour garder les personnes fixées sur la spiritualité. On essaie de pas trop faire d'actes médicaux, en tout cas de les limiter. Hein. Et vous, Dr Koulibaly, pardon, excusez-moi. Dr Koulibaly, quel est votre sentiment? Alors, chaque année, vous aussi, je vous vois assez souvent à la Jalsa. Qu'est-ce que... Oui, je viens, oui, c'est vrai. Je pense que c'est la 4e fois que j'arrive, depuis 2004. Je vois qu'il y a de plus en plus d'engouement ici, à Londres. Il y a plus de monde. Cette année, il y a excessivement plus de monde. Est-ce que c'est après Covid, les gens en avaient envie? Vraiment, il y a du monde. Comparé à Abidjan, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens financiers, mais on essaie de faire avec. Et je crois que nous, on a institué une autre activité que vous n'avez pas ici.
Par exemple, les exposés que nous faisons sur les maladies pour informer les gens, le soir, oui, le soir, ça, il n'y en a oui, pas oui. ici. Ouais, je crois que nos frères ghanéens, les Nigériens qu'on a, je pense sous le couvert d'amis, hein, ont vraiment apprécié ça. Donc chaque soir, 19h, à la clôture de la Jalsa, avant le repas, on fait une petite projection de films sur une pathologie que les gens auront choisi. Et ça, en revanche, il y a énormément de monde qui vient là-dedans. Oui, il y a du monde. Vraiment, c'est une grande audience. Voilà, exactement. Bon, ça, par exemple, c'est nous qui l'avons créé. Ça ne se voit pas dans les autres pays. C'est vrai que c'est très intéressant. Bon, ça, je n'ai pas vu ici, mais à part ça, je pense que la Jalsa... Le forme de la Jalsa est universel. Voilà, universel, mais oui, c'est vrai qu'il y a un gros engouement pour ces conventions médicales de fin de soirée. Et ce qui est d'autant plus étrange que nous, généralement, ce que l'on aime faire, c'est après la Jalsa, on se dépêche de rentrer chez eux. Mais en Afrique, ils aiment beaucoup rester sur place à la Jalsa et puis vraiment prendre leur temps. Le soir, ça peut durer très longtemps. Je me souviens que ça durait jusqu'à 21h, 22h. Oui. En tout cas, Jazakumullah à tous nos intervenants, à vous en studio, à ceux qui nous ont rejoints également par la voie électronique et en direct d'Abidjan et qui nous ont fait l'honneur d'être présents pour cette émission. Nous allons regarder un petit documentaire sur Ishat et nous reviendrons ensuite en studio pour vous donner des informations sur la suite. Jazakumullah et assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.